Dans ce chapitre d'extrait d'Histoire de Madagascar, nous allons voir comment la franc-maçonnerie a vu le jour à Madagascar et quels sont ses impacts et conséquences depuis son instauration à nos jours. La franc-maçonnerie est une communauté de réseautage ésotérique et initiatique censée faire passer ceux qui sont membres des ténèbres extérieures vers une philosophie d'illumination intérieure. Elle prône surtout la science, l'art de bâtir et aussi le mystisme. Avec le temps, elle s'est trouvée plusieurs formes, de modernes à agnostiques. La franc-maçonnerie n'est pas une science exacte car chaque communauté de réseau ou loge se prédestine une définition propre à chacune. Si d'autres ne restent qu'à une forme de rassemblement fraternel, d'autres affirment les conceptions métaphysiques ou spirituelles mélangeant croyances et sciences, lumières et ténèbres. La franc-maçonnerie a été ramenée par les colons français à Madagascar. Mais il est important de préciser que ce ne sont pas tous les colons qui ont été francs-maçons. Et en aucun cas, la franc-maçonnerie s'opposait à la colonisation. La franc-maçonnerie s'est tout doucement infiltrée dans la mission de colonisation, plus précisément parmi les fonctionnaires que la France avait envoyés à Madagascar pour y travailler. Elle s'est officiellement instaurée à Madagascar en 1890 avec le nom de la Loge Imerne 310. Au tout début, les membres n'étaient que tous des Vasas ou des étrangers. Ces premiers, à leur tour, recruta des membres pour renforcer le rang de leurs organisations secrètes. Mais les missionnaires chrétiens ne leur facilitèrent pas la tâche. Les missionnaires chrétiens mettaient en garde la population malgache et disaient que les francs-maçons feraient tout pour avoir leur cœur, que ce sont des voleurs de cœur. Le mot « voleur de cœur » fut par la suite traduit littéralement par le peuple malagasy au sens littéral « pakafou » et prend ainsi un autre sens qui n'est autre que « voleur d'organes » ou « voleur de cœur ». Mais malgré tout, la franc-maçonnerie continua à se développer dû à l'arrivée d'innombrables fonctionnaires colons français et ceux dans le plus haut poste colonial, comme le gouverneur colonial Victor Augagneur, socialiste, proche des radicaux, favorable au maintien du bloc des gauches, surnommé l'empereur pour ses pratiques jugées autoritaires. Il est membre du Conseil de l'ordre du GODF ou Grand Orient de France au moment de sa venue dans l'île. Fièrement, il raconte ainsi dans ses rapports. La loge France-Australe de Tananarive compte actuellement 58 membres actifs, en augmentation de 10 sur le chiffre existant au 1er janvier 1906. Néanmoins, la franc-maçonnerie a toujours été très discrète dans ces temps et œuvra en silence, sans que le peuple ne sache que l'une des plus grandes décisions ont été instaurées par eux, tout comme la laïcité, la création d'écoles laïques et la création d'un État laïque. La création des premières écoles dites libres ou laïques a été œuvrée par le franc-maçon Jean Massé en 1864 et fut renforcée par la suite par Jules Ferry qui lui était athée. Il décide donc d'éliminer l'influence de l'Église sur les écoles et l'enseignement. Mais à Madagascar, ce ne fut pas si facile, car les écoles étaient dirigées par les missionnaires jésuites ou chrétiens. L'arrivée de Pierre Deschamps en 1902 au poste de directeur du service de l'enseignement à Madagascar a plus ou moins fait tourner la balance, car ce dernier proposa de donner des subventions à l'enseignement chrétien. Il a même été dénoncé pour cela. Les missions religieuses sont encore toutes puissantes dans la Grande Île. En un mot, tout est encore à faire en ce qui concerne la diffusion de l'enseignement laïque. La responsabilité de cet état de choses retombe tout entière sur le général Gallieni et son fidèle serviteur, M. Deschamps. Ce dernier proposait d'accorder des subventions à l'enseignement confessionnel. On est accusé d'être un office de placement facilitant la venue de personnes et l'action de Deschamps ne servirait qu'à développer un apprentissage manuel inutile, alors que les missions forment les élèves de l'école normale et de l'école médecine.
Mais sur la période Augagneur, la franc-maçonnerie, c'est aussi un lien étroit avec la section de la Ligue des droits de l'homme, LDH de Tananarive, qui soutient activement la politique du gouvernement à Madagascar et la création d'un journal, Le Progrès. Il était difficile de mesurer les possibles résolutions de problèmes intra-administratifs pour les membres de la franc-maçonnerie. Les démarches sont d'autant plus très facilitées qu'un certain nombre d'entre eux occupent des postes de responsabilité à Madagascar comme en métropole et que cette proximité est utilisée à plusieurs reprises comme levier à travers un discours souvent alarmiste qui tente de montrer l'état de siège dans lequel se trouvent les francs-maçons à Madagascar, ce qui justifierait entraide et facilité. Mais en plus, la laïcité est soutenue par l'Alliance française ainsi que tous les enseignants francs-maçons et le projet de laïcité a été voté comme une nécessité et utilité publique à Madagascar. Le collège d'enseignement secondaire futur lycée Gallieni voit le jour à Tananarive fin 1907 et le lycée Jules Ferry en 1908. La laïcité, dont les francs-maçons prodiguaient, était porteuse d'une idéologie de civilisation des indigènes, plus précisément des Malagasy. Mais encore, à cette époque, ce n'étaient pas tous les Malagasy qui pouvaient avoir accès à ces écoles laïques et visant juste à former que les élites. À ceci rajoute la ségrégation sociale, l'enseignement indigène basé sur des critères de race et sur la règle distinguo entre nationalité et citoyenneté et n'est accessible qu'à une extrême minorité décolonisée. Les francs-maçons sont fortement rattachés à la philosophie de la République, ce qui expliquait pour eux d'avoir de grandes et de bonnes relations avec les gouverneurs ou les personnages politiques importantes, mais surtout, le but était de créer des loges franc-maçonniques coloniales avec de véritables ministères de missions dites apostoliques, car l'assimilation de leurs projets aux indigènes ou aux Malagasy était l'objectif principal pour ces loges, pour un idéal de civilisation occidentale humaniste. Pour ce faire, et pour passer inaperçu, la franc-maçonnerie a dans ses temps facilité la médicalisation des territoires, l'égalité et liberté sociale, et a même dû contribuer à l'essor économique de Madagascar. Le projet d'assimilation des francs-maçons à Madagascar est silencieuse, mais les résultats étaient probants. Même si l'accès à l'enseignement était limité, ils arrivaient à former des élites. Certains font même la promesse de faire de Madagascar un État libre et indépendant de la colonie, ce juste pour convertir des éléments potentiels à la franc-maçonnerie. Dans les années 30, la franc-maçonnerie a vécu un âge d'or dans tous les pays colonisés par la France, car ils adoptaient presque les mêmes stratégies d'assimilation. Des loges encore plus secrètes voyaient le jour, des loges où des indigènes et les autochtones ne pouvaient être admis, car la plupart sont encore trop attachés à leur tradition et qui ne voulaient pas abandonner le christianisme, mais avaient juste soif de connaissances. De ce fait, il était connu que plusieurs hommes politiques malgaches des années 30 à 60 se sont convertis à la franc-maçonnerie, mais plusieurs d'entre eux se sont aussi fait bannir. Mais en 1946 à 1960, l'histoire de la franc-maçonnerie a pris une autre tournure lorsque le gouvernement de Vichy a pris la gouvernance coloniale. Les autorités de Vichy à Madagascar s'acharnèrent contre les francs-maçons qui étaient soupçonnés d'avoir de très nombreux adeptes dans l'île. Les francs-maçons, en effet, malgré la dissolution de leur société illégale, ne sont pas désarmés. Ils trouvent qu'ils n'ont pas assez gouverné et dirigé la France et leur plus secret désir est de voir disparaître le maréchal Pétain. Une paranoïa fut suivie par des actes. Tous les administrateurs de l'île durent signer un certificat de non-appartenance à la franc-maçonnerie et plusieurs administrateurs furent limogés pour avoir été francs-maçons par le passé.
Certains membres des grands nationalistes malgaches, socialistes et francs-maçons formaient une résistance contre la colonie française. Leur identité à cette époque en tant que membres de la franc-maçonnerie passait inaperçue et ils sont partis en quête d'indépendance pour Madagascar. Il est d'ailleurs cité ainsi dans un blog maçonnique. Libération du Sud, 26 mai 2007, s'est penché sur le dictionnaire de la colonisation française sous la direction de Claude Liauzu, édité chez Larousse. Dans cet article, au temps maudit des colonies, il est fait allusion à Jean Ralamong, né en 1884, capturé à l'âge de 7 ans par des bandits qui le réduisent en esclavage. Il est affranchi par le colonisateur, instituteur franc-maçon, combattant volontaire lors de la Première Guerre mondiale. Il fonde en 1920 la Ligue française pour l'accession des indigènes de Madagascar aux droits de citoyens français, un combat d'une vie qu'il mena en vain. Mais plusieurs malgaches et historiens refutent cette théorie qui leur semble un tout petit peu trop fictionnelle. Une fois l'indépendance acquise, vers 1960, la franc-maçonnerie reprend son ascension à Madagascar et commence à séduire les élites locales, mais surtout, qui eux furent influencés par le grand essor des conversions de plusieurs dirigeants africains en francs-maçons. Les églises et le peuple se méfiaient de cet engouement autour de la soif de pouvoir des francs-maçons, et ce même en Afrique, comme en Côte d'Ivoire, où le président Félix Houphouët-Boigny interdit la franc-maçonnerie. Au Zaïre, le président Mobutu promulgue son interdiction à son arrivée au pouvoir, et à Madagascar, seul jusqu'à aujourd'hui, le président Diété Ratyr, qui était sous un régime marxiste, refusait à la franc-maçonnerie d'accéder au pouvoir, et ce, peu importe la forme. Mais la franc-maçonnerie se retrouva vite au pouvoir une fois le président Zafy Albert fut élu en 1993. Dans le livre Légion du pouvoir, des rapports ont été même Dans la loge numéro 1, il y avait un mouvement d'Anjinté et ce petit groupe avait voulu mettre cela au niveau politique. Quand les autres ont réagi, ils ont dénoncé la mainmise des Vasas sur la franc-maçonnerie. Et nous étions au centre, parce qu'il y avait trop de Vasas dans notre loge. La quasi-totalité des Vasas et les Ougra des Malagas, Andjin, ont créé la GLTSM, ou Grande Loge traditionnelle et symbolique de Madagascar, qui s'est rattachée à la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra. La force de la GLTSM, c'est qu'elle est ouverte et elle est fraternelle. Il y a des Vasas, des Karens, des Chinois, des Malagas évidemment, pour garder cet esprit d'universalisme. Mais encore, une grande concurrence entre plusieurs loges maçonniques s'instaure depuis les années 60. Tous veulent accéder au pouvoir, la concurrence est aussi rude que dure. Ainsi rapporte Madagascar Tribune. Depuis 1960, la franc-maçonnerie africaine ne s'est pas toujours illustrée de la meilleure manière qui soit. La française non plus d'ailleurs. Et si l'on fait le parallèle entre les deux, c'est tout simplement parce que les loges du continent noir et de la Grande Île ont servi pendant longtemps. Pendant ou après la colonisation, des champs de lutte d'influence entre les trois principales obédiences en France, le Grand Orient, le droit humain et la Grande Loge de France. Dans ce contexte, il n'est pas du tout incongru de subodorer la mise en place et l'utilisation des réseaux entre frères pour asseoir la France-Afrique. Mais divers scandales d'affairisme et de collusion avec le pouvoir politique ont également terni l'image de l'institution. Mais encore, toujours selon ce journal, les crises politiques de 1991, de 2002 et de 2009 à Madagascar avaient une étroite lien avec la franc-maçonnerie. Pour en revenir à la crise malgache de 2009, les francs-maçons ont déçu. Dans un contexte certes pas facile, ils n'ont pas été suffisamment capables d'être des éléments de stabilisation ou de rapprochement. Notre éditorial du 11 mai 2009, les francs-maçons ont-ils éteint leur lumière, rappelait le rôle pris par les très chers frères lors des crises de 1991 et 2002. Mais en 2009, ils n'ont pas réussi à jouer un rôle de ciment transversal entre les groupes antagonistes, malgré la présence de chaque mouvance des membres de la franc-maçonnerie. Pas encore, devrions-nous dire, car la crise n'est pas finie. Cependant, là où le groupe international de contact GIC ou le Conseil des églises chrétiennes FFKM n'ont pas réussi à se poser en médiateur. Il est regrettable que la franc-maçonnerie malgache n'ait pas été capable de saisir sa chance pour mettre en place une médiation malgache, car avec ses ressources humaines riches de politiciens, diplomates, militaires, chefs d'entreprise, journalistes, animateurs de la société civile,
ou fonctionnaires d'organisations internationales, les frères et les sœurs avaient la possibilité de jouer un rôle, tout en sachant cependant que tout n'était pas négatif, car l'action de quelques francs-maçons discrets mais influents a permis de limiter la casse dans certains domaines. Mais voilà, la peur et le mépris du peuple malgache des francs-maçons, malgré leurs grandes failles politiques, restent accrus et indéniablement indélébiles. Leur soif de pouvoir et de réseautage se fait-il donc trop ressentir? Le fait de toujours rester secret cache-t-il réellement des choses lugubres et obscures? Ou est-ce bientôt la fin de la franc-maçonnerie mondiale? Internet, paraît-il, leur fond de l'ombre, car plusieurs fidèles mondiales ayant démissionné sont plus intéressés à se réseauter sur Viadeo et LinkedIn, des réseaux qui ne nécessitent ni rite, ni initiation, ni de présélection. L'histoire et l'avenir nous le dira.